Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, en Guinée, la junte dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya répond par une fin de non-recevoir aux exigences de la CEDEAO. Dans une déclaration faite ce samedi 18 septembre, le CNRD a réaffirmé sa feuille de route faisant fi des sanctions imposées sur le pays par l'organisation sous-régionale. Manifestation contre la vie chère au Sénégal. Une dizaine d'activistes ont été arrêtés. Vendredi 17 septembre à Dakar, le préfet de la capitale justifie ces arrestations par un risque de trouble à l'ordre public et d'entrave à la libre circulation des biens et des personnes. Et 120 millions de dollars pour financer le désenclavement de la Centrafrique. C'est la somme que la Banque mondiale compte allouer au pays pour l'aider dans ses efforts visant à relancer son économie. La junte militaire a visiblement jugé nulle et sans effet la décision de la CEDEAO d'imposer des sanctions contre la Guinée. En effet, dans une déclaration faite samedi 18 septembre, Amara Kambara, porte-parole du CNRD, a déclaré qu'il n'y aurait pas d'exil pour l'ancien président Alpha Condé, ajoutant que la transition vers un régime civil se ferait conformément à la volonté du peuple. Les détails avec Ameneji. En Guinée, le Comité national du rassemblement et du développement CNRD a organisé son premier point de presse à Conakry. Consacré au bilan de la visite des chefs d'État de la CEDEAO, les échanges ont porté sur l'avenir du pays après le putsch du 5 septembre de la junte dirigée par le colonel Doumbouya. Cette dernière semble résister aux exigences de l'organisation régionale concernant la libération du président déchu Alpha Condé et une transition limitée à 6 mois maximum. Ensuite, les nouvelles autorités ont mis en place un compte communiqué indiquant qu'ils prenaient acte de ce communiqué-là et surtout, ils pensaient que la volonté du peuple était supérieure à la volonté de la CEDEAO. Et je pense qu'au-delà de ça, il faut être prudent avec les nouvelles autorités car un délai de 6 mois, bien sûr, est assez court, mais il faudrait mettre pression afin qu'il y ait des élections qui soient organisées afin de légitimer vraiment les nouvelles autorités en place. Rappelant être dans une logique de concertation nationale pour tracer les grandes lignes de la transition que conduira un futur gouvernement d'union nationale, le CNRD affirme que seul le peuple souverain de Guinée décidera de son destin. Rappelons que l'organisation ouest-africaine a décidé de sanctions ciblées à l'encontre des responsables de la junte. Notamment l'organisation des élections dans un délai de 6 mois et aussi une interdiction de voyager pour les membres du CNRD, en plus du gel de leur avoir. Je pense que le CNRD a pris acte de cette décision et surtout invite que la volonté du peuple est supérieure à la volonté de la CEDEAO. On sait que malheureusement il y a une forme de CEDEAO à deux vitesses, une CEDEAO politique, et le peuple de Guinée critique surtout la CEDEAO de ne pas être intervenu au moment crucial en Guinée. Le colonel Doumbouya, désigné comme actuel président de la République et chef de l'État guinéen, n'a donné aucune indication sur le contenu et la durée de la transition, ni comment seraient organisées les élections. L'homme a toutefois affiché sa volonté d'une refondation de l'État. Le colonel Mamadi Doumbouya qui maintient de facto que cette refondation se fera avec la participation de tous les Guinéens. À cet effet, de retour en Guinée, 4 figures du Front national de défense de la Constitution ont reçu un accueil triomphal ce samedi dans les rues de Conakry. Ibrahima Diallo, Sekou Koundounou, le rappeur Gianni Alpha et le blogueur Fodé Sanikayi Kouyaté, farouche opposant à la réforme constitutionnelle et à la candidature à un 3e mandat de l'ancien président Alpha Condé, avait dû fuir à l'étranger suite à sa réélection controversée. Ils ont déclaré vouloir accompagner un processus de transition démocratique. Dans une déclaration commune faite ce samedi 18 septembre, les dirigeants de l'MFA, l'UPCI, le PIT et le LIDER ont demandé à être associés pleinement à la gouvernance du parti au pouvoir ivoirien, le RHDP. Se sentant lésés, ces derniers ont notamment appelé la hiérarchie du RHDP à privilégier le dialogue pour le règlement de tout différend au sein du groupement politique, réclamant leur participation pleine et entière aux activités et à la gouvernance du parti du président Alassane Ouattara.
Une dizaine d'activistes qui ont bravé l'interdiction de manifester émise par le préfet de Dakar ont été arrêtés ce vendredi 17 septembre. Malgré la forte présence des forces de l'ordre, les manifestants ont réussi à se rassembler afin d'exprimer leur mécontentement face à la hausse du coût de la vie au Sénégal. Samantha Sabero. Au Sénégal, plusieurs manifestants ont été arrêtés le vendredi 17 septembre 2021 au niveau de l'avenue Blaise Ndiaye où ils s'étaient rassemblés pour rallier la place de la nation afin de dénoncer la cherté de la vie. Malgré la présence des activistes connus comme Guy Marius Sagna, venus protester contre la hausse du coût de la vie dans le pays, la marche n'a finalement pas eu lieu. Guy Marius Sagna et d'autres activistes dont Papa Abdoulaye Touré, Karim Zomsas de la coalition No Lank qui signifie en Wolof nous refusons ont tous été arrêtés. Ce n'est pas une première sous l'actuel régime que des manifestations soient interdites par les préfets, bien sûr sous la responsabilité du ministre de l'Intérieur et certainement au plus haut sommet de l'État. Pourtant, nous sommes en démocratie. Cette marche initiée par les acteurs de la société civile n'avait pas été autorisée par le préfet de Dakar, Mortala Tine. Les activistes avaient plutôt décidé de braver la décision de l'autorité administrative de la ville. Le préfet qui justifie leur mise à l'arrêt par un risque entraîné de troubles à l'ordre public et d'entrave à la libre circulation des personnes et des biens. Les autorités doivent simplement respecter les principes démocratiques parce que les minorités doivent avoir la possibilité quand même de s'exprimer. Sous l'ancien régime, le président avait demandé à tous les mécontents d'arborer le rouge en foulard ou bien en t-shirt, en boubou. Aujourd'hui, non seulement l'actuel régime refuse systématiquement, je dis bien systématiquement ce rouge, mais interdit aussi toute manifestation contre ces politiques, surtout quand il s'agit de politique sociale. Je crois que pour la démocratie, c'est des textes, c'est vrai. Mais pour qu'il y ait une démocratie, il faut aussi quand même des démocrates. Ce que beaucoup d'autorités aussi ne comprennent pas. Rappelons que le 31 août dernier, au Sénégal, un conseil national de la consommation a été convoqué autour de la ministre du Commerce, Aminata Assome Diatta, pour revoir la situation des prix des produits de base. La mesure avait tout de même été saluée par les observateurs. Au Tchad, c'est le taux de chômage des jeunes qui préoccupe. La situation se dégrade et la crise économique que traverse le pays rend le marché du travail encore plus difficile d'accès. Les organisations de jeunes demandent aux autorités de réagir. Marine Tolo. Au Tchad, plus de 70% des jeunes diplômés sont sans emploi. D'après un récent rapport, la fonction publique étant saturée selon les autorités et le secteur privé accablé par la dette intérieure, les opportunités d'embauche semblent de plus en plus se rétrécir. Face à cette situation, certaines organisations des jeunes tirent l'alarme. Il y a des choses qui se passent. On nous dit qu'ils ne peuvent pas recruter le personnel civil. Mais pourquoi recruter les militaires ? D'autant que la transition n'a pas habilité à recruter, comme ils le disent, ils doivent ne pas recruter aussi les militaires. Mais comme ils en ont fait, il fallait qu'ils songent à nous. Alors que les jeunes sans emploi manifestent leur colère dans les rues de N'Djamena, le gouvernement de transition a annoncé la suspension des recrutements à la fonction publique à cause de la situation économique précaire. Toutefois, les autorités rassurent que la réinsertion sociale des jeunes demeure une priorité de la transition. Je puis vous assurer que la promotion de la jeunesse et la problématique de l'emploi constituent des préoccupations premières pour nous face aux nombreux défis qui nous interpellent et qui demandent de plus en plus de talents et de compétences pour les appréhender. Selon le ministère tchadien de l'économie et de la planification du développement, le chômage des jeunes, très accentué dans le monde rural, provoque l'exode des bras valides vers les grandes villes du pays. D'importants projets ont été annoncés pour atténuer le fléau, mais attendent encore d'être concrétisés. La Banque mondiale apporte son soutien au gouvernement centrafricain. Deux conventions ont été signées entre les deux parties en vue de relancer l'économie du pays qui tend vers une récession du fait de la crise sanitaire et sécuritaire. L'institution bancaire compte notamment décaisser la somme de 120 millions de dollars pour financer le désenclavement de la Centrafrique. Les précisions dans ce sujet d'Ameneji.
Le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique centrale et de l'Ouest, Ousmane Diagana, a effectué une visite de 4 jours en Centrafrique. De sa rencontre avec le président Touadéra et plusieurs membres du gouvernement, il ressort que le pays veut créer les conditions d'ouverture de l'économie par un projet de désenclavement chiffré à 120 millions de dollars. La République centrafricaine, qui connaît de longues périodes d'instabilité, notamment marquées par des guerres civiles et de multiples coups d'État, devrait ainsi pouvoir désormais faciliter la libre circulation des personnes et des biens. Si j'étais la personne qui formulait ce projet de la Banque mondiale, j'en aurais fait un projet intégrateur de programme basé sur 4 principaux axes. Le désenclavement maritime, c'est-à-dire la réduction de la dépendance maritime au port de Douala. À cela, il faudrait ajouter l'interconnexion aux corridors existants, l'aspect de diversification et de création des ports secs, l'aspect exportation des produits agricoles. Rompre l'isolement des régions centrafricaines en les ouvrant aux échanges suppose la mise en service de voies de communication auxquelles le gouvernement s'attelle, développant ainsi un important projet de 112 millions de dollars. Il concerne la réhabilitation du corridor vers le Cameroun, l'unique voie d'approvisionnement du pays, mais surtout l'ouverture d'une route vers le Soudan. Tous les corridors routiers qui existent venant de l'Afrique de l'Ouest, qui vont vers la RDC et qui vont vers l'Afrique de l'Est, la Centrafrique qui est au cœur de l'Afrique devrait être le principal centre de connexion de ces corridors. On ne devrait pas toujours parler d'enclavement alors que le pays a tous les pays riverains et voisins qui pourraient être des débouchés commerciaux énormes. Notons que le désenclavement du nord de la Centrafrique figure parmi les nombreuses revendications des groupes rebelles de la zone depuis la guerre civile de 2013. Direction la Côte d'Ivoire à présent, la Côte d'Ivoire qui poursuit sa transformation touristique. Le pays ambitionne de devenir la 5e destination africaine d'ici 2025. La journée mondiale du tourisme aura d'ailleurs lieu le 27 septembre. Et en termes de tourisme balnéaire, la Côte d'Ivoire n'est pas en reste. Angelo Megno nous fait découvrir la lagune des Briers à Abidjan. Abidjan, perle des lagunes. Nous sommes sur les bords de la lagune Ébrié, éponyme du peuple autochtone. Dans la ville phare, capitale économique de la Côte d'Ivoire, le tourisme balnéaire a explosé ces dernières décennies. Chaque année, des milliers de touristes viennent s'offrir de somptueux moments dans les fluents de cette lagune légendaire. À l'approche de la Journée mondiale du tourisme qui sera accueillie par la Côte d'Ivoire, les eaux ivoiriennes seront à l'honneur du programme de découverte. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que dans le cadre de la quinzaine touristique, nous avons un programme qui est dénommé Abidjan Tourism Days. Et ce programme-là permet donc de découvrir la ville d'Abidjan sous différents angles. Et dans ce sens-là, on a la balade lagunaire. Il s'agira pour nous de faire découvrir donc Abidjan à travers la lagune. Donc depuis la lagune, de permettre aux différents invités sur le bateau de connaître autrement, on va dire, Abidjan. C'est vrai qu'on a Abidjan par la voie terrestre, et tout, mais l'idéal aussi serait de découvrir Abidjan autrement, passer sous les ponts, être sur le bateau, apprécier, c'est-à-dire apprécier on va dire le volet touristique associé à un volet gastronomique et à une très belle ambiance à bord avec de la musique. Et je pense que tous les invités à bord ont énormément apprécié cet instant. Le tourisme balnéaire pratiqué en Côte d'Ivoire conquiert chaque cœur qui en fait l'expérience. Entre services de croisière à l'abidjanaise, offerts à l'intérieur des bateaux, et l'ambiance festive si chère au peuple ivoirien qui l'accompagne, les candidats à cette activité bien servie en ressortent charmés. J'ai passé un très très beau moment, j'ai beaucoup aimé, moi j'aime beaucoup l'eau. Et donc l'idée de cette balade lagunaire m'a vraiment enchantée, quoique je l'ai déjà faite. Mais c'est jamais pareil de découvrir Abidjan via la lagune. Et je suis venue donc avec toute mon équipe de jeunes gens qui n'avaient jamais fait cette balade-là pour faire en sorte qu'ils puissent découvrir et moi redécouvrir, parce que comme je le dis, c'est jamais pareil. C'est une joie pour nous de voir ce monde venir nous aider à égayer la quinzaine touristique. Cette caravane lagunaire, c'était dans le but de montrer aux Ivoiriens qu'on pouvait découvrir la Côte d'Ivoire autrement.
belle Abidjan métropole, que tu ressembles à Montréal. La lagune ébriée borde les villes d'Abidjan, de Jacquesville ou encore de Dabou. Avec leur coucher de soleil singulier, les villes ivoiriennes font désormais le pari de côtoyer le haut standing grâce à la nouvelle stratégie Sublime Côte d'Ivoire. Dans l'actualité sportive, l'équipe nationale féminine de basketball du Sénégal a réussi ce samedi 18 septembre son entrée en lice à l'Afro-Basket 2021 qui se déroule à Yaoundé au Cameroun en battant la Guinée par 100 points à 31. L'Égypte est la prochaine adversaire qui se dressera sur le chemin des Lionnes. L'équipe nationale du Sénégal, 11 fois championne d'Afrique, est la plus titrée sur le continent. Les Lionnes sont à la recherche de leur 12e sacre continental depuis 6 ans. Le 11e remonte à 2015. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.